grand avocat français Henri Leclerc est l'invité du Grand Angle ce vendredi. Bonjour Henri Leclerc. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur TV5 Monde. Alors, vous publiez La parole et l'action chez Fayard. C'est plus de 60 ans d'une vie d'avocat bien remplie. On peut dire que ce métier d'avocat, cette passion de la justice, c'est une vocation qui remonte à votre enfance. Vous racontez dans le livre qu'à 10 ans, vous aviez 10 ans quand le collaborateur des nazis, le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, a été condamné à mort. Et c'est un procès, on peut dire, qui a forgé en vous votre conception de la justice. Pourquoi ? Oui, en fait, j'avais 12 ans, un peu plus 11 ans et demi. C'est-à-dire que le procès de Laval était, à l'époque, il y avait beaucoup de procès, mais Laval était mon père était un homme de gauche, mon père détestait tout ce que pouvait être Vichy, c'est bon. Et puis, un jour, il est rentré très en colère pour les conditions dans lesquelles Laval était jugé, c'est-à-dire une espèce de simulacre de procès, au point que son avocat n'avait même pas plaidé, et après les conditions abominables dans lesquelles il avait été exécuté après avoir tenté de se suicider. Ouais. Et mon père était très en colère, et moi ça me surprenait, puisque Laval, après tout, c'était ça. Ouais. Et c'est là que j'ai compris, après j'ai lu le livre qu'avait écrit Alberno sur ce sujet, et là j'ai compris qu'on jugeait les gens, ouais, quoi qu'ils aient fait. Ouais. Même s'ils avaient commis des actes abominables, on les jugeait et on les défendait. Vous avez aussi, je dirais, réagi en apprenant les procès iniques de la Révolution française. C'est aussi... Ah oui, bien sûr. En apprenant. Mais alors, c'est bon. Lorsque j'ai lu, moi, j'ai été enthousiasmé par la Révolution. J'ai lu la Révolution dans l'histoire de la Révolution française de Michelet. J'avais déjà lu l'histoire de France et il parlait pas mal de justice. Et la Révolution, c'est pour moi un des sommets, c'est le fondement de la République, qu'on le veuille ou non, et c'est un événement essentiel pour lequel j'ai une passion. C'est un mélange de rêve et de sang, hélas. Ouais. Et après la Révolution, il y a eu la terreur. Hein. Et ben voilà. Et donc, je rentre dans le tribunal révolutionnaire tel que le raconte Michelet, ouais, et je raconte ça parce que ça m'a beaucoup secoué. Ouais. Secoué de la façon dont la République mangeait ses enfants. Ouais. Et donc, j'ai pas tout de suite su que j'allais être avocat, mais je savais que la justice me passionnait. Et que tout accusé mérite d'être défendu. Ah bah, tout accusé doit être défendu. Alors, c'est impossible évidemment d'évoquer les très nombreux procès où vous avez plaidé. Hein, j'ai plus de 60 ans. Vous plaidez d'ailleurs encore aujourd'hui. Bien sûr. Vous avez défendu récemment des Roms, je crois, en France. J'ai défendu des Roms, ouais, absolument des gens qui avaient défendu les Roms, ouais, qui étaient expulsés, voilà, et qui étaient poursuivis pour une forme de délit de solidarité aussi. Alors, il y a eu évidemment l'affaire de Bruy-en-Artois en 72, la défense, on a oublié souvent, des pêcheurs bretons qui étaient victimes de la Moco-Cadiz, c'était en 78, l'affaire Roman en 89, un Richard Roman qui était un homme qui avait été accusé d'avoir violé et tué une petite fille, Céline, je crois, qui a été acquitté grâce à vous. Et qui a été acquitté, bien entendu, ouais, et qui était innocent, et c'était terrible parce que l'opinion française était dressée contre, ouais, lui, le village était dressé contre lui, c'était très difficile. Alors on voit la presse, l'opinion, vous en parlez dans votre livre, le rôle de l'opinion publique, la pression parfois des journalistes. Comment vous jugez le rôle de la presse, des médias concernant la justice? Voyons, la presse, c'est une nécessité absolue. L'information est le fondement même de la liberté, ça c'est évident. Mais c'est vrai que la presse, les médias forment aussi l'opinion et que là, il y a dans le déroulement de la justice des dérapages qui sont des moments très difficiles et où il est quelquefois difficile à un avocat de redresser l'opinion parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut encore être crédible et lorsque quelque chose, la vague de l'opinion publique s'est dressée, c'est très difficile d'aller à contre-courant. Mais bien entendu, la liberté de la presse est le plus important. Mais ça complique parfois le travail des avocats. Ça rend plus difficile le travail des avocats et il faut que l'opinion l'accepte. Les avocats, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas d'ailleurs, parce qu'ils peuvent soit répondre à la presse et essayer de contrecarrer, soit se taire et se réserver pour le procès, mais il est évident que pour les avocats, c'est quelquefois difficile.
Alors, Henri Leclerc, quand on pense à vous, on pense évidemment à la célèbre affaire Omar Haddad, qui a aussi impliqué un autre grand avocat, Jacques Vergès, hein, qui est mort depuis lors. Donc Omar Haddad, qui avait été accusé d'avoir tué la riche héritière Ghislaine Marchal. Vous étiez l'avocat de Madame Marchal. Hein, J'étais l'avocat de la famille de Madame Marchal, donc... et vous avez raison, de Madame Marchal. Voilà, aussi, de la victime, en fait, d'Omar Haddad. Alors, il était condamné à 18 ans de prison. Ensuite, il était gracié. Je crois qu'il a passé 4 ou 5 ans en prison. Non, oui, il a été condamné à 18 ans de prison. Et le président de la République lui a fait une remise de 4 ans. D'accord. Sur les 18 ans, et il a été libéré à une date normale pour une libération conditionnelle pour 14 ans. Voilà, il essaye toujours aujourd'hui d'obtenir la révision de son procès, mais vous le dites dans votre livre, vous êtes convaincu qu'Omar Haddad était coupable. Je raconte ce procès comme je raconte les autres. Et je raconte ce qu'était ma conviction, comment elle s'est forgée, comment elle a existé, et je dis ce que j'ai plaidé. Et je dis, voilà ce que j'ai plaidé, voilà les éléments qui sont les miens, qui font que j'ai une conviction absolue que dans cette affaire, je ne me suis pas trompé. Et donc, je pense que la justice ne s'est pas trompée non plus. Voilà, alors que Jacques Vergès, son avocat, avait dit il a été condamné parce qu'il était maghrébin. Oui, mais comme je le dis dans le livre, ce n'est pas parce qu'il est maghrébin qu'il est coupable, bien sûr. Mais ce n'est pas non plus parce qu'il est maghrébin qu'il est innocent. Ouais. Il y a aussi l'affaire Florence Ray, hein, qui, avec son compagnon Audrey Maupin, je pense, a tué 3 policiers au cours d'une cavale en 1994. Elle a été condamnée à 20 ans de prison, Florence Ray. Les femmes, vous le dites, elles suscitent souvent, elles représentent que 3%, vous l'écrivez dans le livre, 3% je crois des détenus en France. Exactement, 3% des détenus, mais on ne demande pas la parité là. Hein. Ouais, elles suscitent souvent les femmes la passion en fait. C'est un problème, effectivement. C'est très intéressant. On ne réfléchit pas assez à ce problème. Le fait qu'il n'y ait que 3% de femmes condamnées pour des crimes, etc., c'est très important. Mais c'est vrai que quand une femme est accusée d'avoir commis des actes, et surtout des actes de violence, il y a une vague d'opinion publique terrible. Ce sont les sorcières des temps modernes. C'est d'une violence extraordinaire. Ils déchaînent les passions populaires plus que les hommes. Absolument. Alors évidemment, il y a les suites de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, aussi les accusations de proxénétisme dans le Grand Hôtel de Lille. Hein. Grâce à vous et à votre associé aussi, on va la citer, Frédéric Beaulieu, je crois. Oui, bien sûr. Dominique Strauss-Kahn a été relaxé dans cette affaire. Et à Richard Malka. Voilà, c'était une instruction bâclée. C'était pas une instruction bâclée, c'était une instruction qui avait une idée préconçue et qui surtout reprochait à Dominique Strauss-Kahn d'être un proxénète, alors que c'était un libertin. Tout le monde peut penser ce qu'il veut de cela, mais c'est pas du proxénétisme qui est un délit affreux. Ouais. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Alberno, qui était un de votre maître. Vous avez travaillé avec lui 12 ans, je pense. Oui. Donc, on a des maîtres, les avocats ont des maîtres, mais est-ce qu'ils ont aussi des amis? Est-ce qu'on peut se faire des amis dans ce milieu-là? Bah, écoutez, oui. Oui, on peut se faire des ennemis. Oui. On peut se faire des amis. Personnellement, dans ce livre, j'essaye de ne pas régler de compte et de dire mes amis, et voilà. Et on le voit, Alberno, c'était non seulement votre ami, mais votre maître. C'était exactement. J'ai repris comme titre de chapitre le titre de la chanson de Lama, Mon maître et mon ami. Mon ami et mon maître, oui. Alors, dès le départ, Henri Leclerc, vous avez toujours voulu combattre cette injustice, que ce soit sous la dictature portugaise, pendant la guerre d'Algérie. Vous parlez de tous ces dossiers dans le livre, pour défendre des Arméniens aussi, qui avaient été accusés de terrorisme par la Turquie. Les droits de l'homme, pour vous, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez présidé la Ligue des droits de l'homme pendant 5 ans. Oui, bien sûr, et j'en suis encore président d'honneur. Je crois que les droits de l'homme, c'est le cœur de la justice sociale. C'est-à-dire que la justice, défendre les individus, c'est important, mais il faut aussi défendre la justice dans la société. La justice, ce sont les droits de l'homme, évidemment. Et c'est universel et indivisible, les droits de l'homme? Oui, absolument. Bien sûr, il peut y avoir des conceptions différentes, mais je pense qu'il y a un socle universel qui est nécessaire, qui s'exprime dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais au-delà de cela, il y a des éléments qui sont essentiels. Et s'il y a des divergences sur la conception des droits de l'homme, eh ben, il faut les résoudre. Mais il est évident que si je parle, par exemple, de l'égalité entre les femmes et les hommes, si je passe de la présomption d'innocence, si je parle de... Voilà, ce sont des choses qui doivent être un socle universel. On parlait de la presse, on parlait de la Turquie, la libération du journaliste Lou Bureau. J'imagine que ça vous réjouit? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est évident. Oui. C'est évident que ça me réjouit. C'est évident que la libération... Mais il y a autre chose qui me réjouit aussi. C'est la libération de Patrick Henry. Donc nous avons appris. On vient d'en parler. Pourquoi? Pour des raisons médicales.
Oui, mais pour les raisons médicales, mais qu'au moins on se fasse sortir des gens quand ils sont dans de telles situations. Et ça, c'est quelquefois très difficile quand des gens... Vous savez, les gens qui meurent en prison, j'en ai connu. Ouais. Et ceux qu'on libère 3 jours avant qu'ils ne meurent, j'en ai connu aussi. C'est quelque chose de... Bon, donc je pense que c'est un fait important. Mais bien entendu, l'ouguero, c'est essentiel. Ouais. Alors Henri Leclerc, vous êtes avocat. Si c'était à refaire, toujours dans le domaine de la justice, est-ce qu'un homme comme vous pourrait être juge? Est-ce que vous avez été un jour tenté par la fonction de juge? Non. Pourquoi? Je n'ai pas été tenté par la fonction de juge. C'est une très belle fonction. Parce que c'est ainsi. Je n'ai pas été tenté, je n'ai pas poursuivi en particulier dans la politique, par exemple. Je n'ai pas été tenté par le pouvoir. Vous avez connu beaucoup de politiques. Vous avez été un ami de Michel Rocard, par exemple? Bien sûr, j'étais un ami de Michel Rocard. J'ai été proche de lui. Si j'avais voulu faire de la politique, je pense que j'aurais fait. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais enfin, j'aurais fait vraiment... J'aurais poursuivi une carrière politique. Donc, ni juge, eh bien, juge, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai le plus grand respect pour les juges et pour le travail qu'ils font, qui est nécessaire. Quelquefois, je les critique, évidemment. Mais je n'ai pas envie du pouvoir de la justice. Je préfère défendre. Ouais. Je préfère défendre les hommes et je préfère défendre les droits. Ouais. Les hommes devant la justice, les droits dans la société. En un mot, cette justice française, dans quel état vous la jugez aujourd'hui? Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose, quelle serait l'urgence principale? Je n'en sais rien, mais moi je pense, d'abord, la justice, il faudrait lui donner les moyens. Ensuite, il faudrait s'attaquer sérieusement au problème des prisons, avec autre chose qu'une illusion qui est d'augmenter le nombre des prisonniers. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, et il faudrait changer notre procédure qui est archaïque et dépassée. Procédure pénale, ouais. Merci beaucoup Henri Leclerc. Je rappelle donc La Parole et l'Action, une vie au service de la justice, du droit et des droits de l'homme chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.